Les grands entretiens de Splend, Frappa de cause. Je suis Marie-Pascale Delhomme, je suis ingénieure agronome et je suis militante bénévole pour Eaux et Rivières de Bretagne et FNE Bretagne, France Nature Environnement Bretagne, et à ce titre je suis conseillère au Conseil économique, social et environnemental de Bretagne. Donc je me suis intéressée à la méthanisation depuis très longtemps parce que dans le cadre de mes études à l'école d'agronomie, j'ai fait un stage et à la ferme de cette école, il y a toujours d'ailleurs un méthaniseur, et il y avait beaucoup de problèmes qui existent toujours, qui sont des problèmes qui sont récurrents de fiabilité, de stabilité des intrants, etc. Enfin bon, plein de problèmes qu'on voit toujours d'ailleurs, voilà. Et donc moi je bossais dans le secteur agricole en Lorraine et je suis revenu en Bretagne il y a une quinzaine d'années et je me suis tout de suite intéressée à cet enjeu de la méthanisation par rapport à l'agriculture bretonne. Parce que il y a 15 ans, ça correspond au début de cette efflorescence de méthaniseurs sur le territoire breton. Il y en avait pas beaucoup, Il y a des méthaniseurs en Bretagne qui au départ étaient plutôt des méthaniseurs de collectivité. Et des petits méthaniseurs dans des exploitations qui visaient plutôt à l'époque la cogénération pour le séchage ou la chaleur produite. Voilà. Donc ça ne nous gênait pas au niveau d'Eaux et Rivières. On avait émis un premier positionnement où on disait que c'était à surveiller au cas par cas, mais on ne voyait pas trop de problèmes. Je dirais, c'est à partir du moment où il y a eu un plan de développement de la méthanisation et où les objectifs de départ, qui au départ étaient pour amener les exploitations agricoles à plus d'autonomie énergétique, où cet objectif-là a été complètement transformé pour arriver sur un objectif de production de gaz, et où au départ c'était production d'électricité à cogénération, qui a été rapidement abandonné, pour aller vers de l'injection directe dans les réseaux en gaz de méthane. Alors en Bretagne, nous avons majoritairement des méthaniseurs à la ferme. Est-ce que vous pourriez décrire cette installation vue de l'extérieur? D'abord, ça ressemble à quoi? Parce que tout le monde n'a pas fréquenté un site agricole. Oui, et puis parce qu'en plus ils sont, je dirais, souvent assez masqués, donc ils sont pas forcément visibles de la route. Essentiellement, c'est des grosses cuves avec une bâche au-dessus qui est gonflée. Voilà. Et puis des tas de silos autour pour alimenter ce méthaniseur. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc si vous voyez des grosses cuves, voilà, en général il y en a deux. Voilà. Et ces dômes, ils fonctionnent comment? Ils servent à quoi? Alors, il fonctionne à partir d'un tran. Alors, c'est un mot technique pour dire que on apporte des matières dans un digesteur. Cette grosse cuve, c'est un digesteur. Donc, c'est des micro-organismes qui viennent consommer ces intrants qui sont des effluents d'élevage, donc fumier, lisier, des productions de culture et des déchets agroalimentaires ou autres. Voilà. Donc ça c'est en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène. Ce sont des micro-organismes, des bactéries qui fonctionnent sans oxygène et qui vont dégager du méthane. C'est-à-dire ils vont consommer une partie de ces intrants, la partie carbonée, les sucres lents. Donc voilà, ils vont la consommer. Ils vont consommer les sucres les plus labiles, les plus faciles à digérer, et on va trouver à peu près 95% de la masse initiale qui va se retrouver dans ce qu'on appelle les digestats, c'est-à-dire ce que les micro-organismes n'ont pas voulu consommer. Voilà. La Bretagne, première région d'élevage de France, est tout indiqué pour avoir des méthaniseurs. Et d'ailleurs, c'est une des régions où il y a le plus de méthaniseurs en France aujourd'hui. Et c'est bien le problème, c'est qu'on avait déjà beaucoup d'élevage qui produit beaucoup de pollution, beaucoup d'externalités négatives, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, et donc là, mettre au bout des
des méthaniseurs, c'est des digesteurs, donc c'est qui n'ont pas de pattes, si on peut dire, hein. Donc on intensifie encore plus, je dirais, l'élevage quelque part en développant la méthanisation. Donc ça va contre le projet actuel qui est un projet énergétique, c'est-à-dire produire du gaz, n'est plus du tout le projet initial d'aller vers l'autonomie énergétique des exploitations. Et ça va à l'encontre de deux autres enjeux, c'est l'autonomie fourragère des exploitations, puisque nous, il nous faut 2 Bretagnes pour produire tout l'élevage qu'on produit, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième Bretagne qui se retrouve au Brésil ou dans d'autres régions de France et d'Europe, hein, pour importer du soja, de déforestation et des céréales qui proviennent d'ailleurs. Voilà. Donc, mais par contre, on conserve toutes les pollutions, hein, azotées, ammoniacales, de risques aussi sanitaires, hein, puisqu'on a une pression d'élevage forte, en Bretagne. Oui, parce que les intrants d'élevage, les lisiers, les fumiers ne sont pas assez métallogènes. Et c'est la raison pour laquelle on introduit des cultures. Voilà. Le fumier, il y a des céréales dedans, hein, il y a les pailles, hein, donc lui est un peu méthanogène. Le méthane, c'est du carbone et de l'hydrogène, hein, c'est H4. Voilà. Donc ce méthane, il est issu essentiellement de la décomposition des sucres lents, hein, des sucres longs qui sont dans tous les végétaux. Voilà. D'ailleurs, le gaz fossile, hein, les gaz naturels, c'est la décomposition, c'est comme le pétrole, hein, c'est la décomposition des végétaux préhistoriques, voilà. Hein, donc c'est la même chose, c'est le même processus, sauf qu'on le fait à une grande vitesse, hein. Donc c'est un process industriel d'accélération d'un process d'une situation naturelle en situation sans oxygène. Alors, on a parlé d'un premier acteur, ce sont les agriculteurs et donc les éleveurs en particulier, mais d'autres acteurs s'intéressent aussi à la méthanisation, y compris en Bretagne. Oui, alors ce ne sont pas que des éleveurs, hein. Dans toute la France, il y a aussi des céréaliers, hein, puisque vous avez bien compris que les effluents d'élevage finalement sont peu méthanogènes, donc c'est les cultures en soi. Et les autres, et des déchets, notamment les déchets agroalimentaires qui contiennent les graisses, qui sont très méthanogènes. Voilà. Donc, mais les autres acteurs, c'est les énergéticiens, forcément, puisque il y a un objectif national qui est d'aller vers une autonomie énergétique ou de tendre vers une autonomie énergétique, de produire des énergies renouvelables. Hein. Et donc, il y a des plans pour chacune de ces énergies solaires, éolien et donc biomasse. Et donc les énergéticiens comme Engie, comme GRDF, mais aussi comme Total et aussi comme des énergéticiens privés, des petits groupes qui commencent à se créer, viennent s'installer et donc regardent ça et voire démarrent ou récupèrent, rachètent des projets ou des méthaniseurs existants ou font leurs propres projets, quoi. Alors sur notre frise chronologique, on a déjà marqué deux repères. Les années 70, les premiers méthaniseurs, notamment expérimentaux, dont vous parliez, dans y compris des centres de formation agricole. Dans les années 2000, encore fin 2000, des méthaniseurs à la ferme, mais qui n'étaient pas si nombreux, et qui permettaient de chauffer notamment des serres. Et puis ça s'est accéléré ces toutes dernières années, parce qu'il y a eu des incitations qui viennent de l'État. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Alors, notamment parce que l'État français voulait produire de l'énergie renouvelable. Hein, c'est dans les grands plans européens d'autonomie énergétique et de sortie des énergies fossiles. Donc, produire de l'énergie renouvelable. En France, pendant des années, on a dit oh bah oui, mais le solaire en France, on peut pas trop en faire, l'éolien, on peut pas trop en faire. Voilà, il faut absolument utiliser la biomasse. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans la biomasse et que ça a été beaucoup financé. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup financé. Il faut savoir que 1 kilowatt, on parle en équivalent kilowatt, 1 kilowatt de biogaz, c'est payé à peu près 5 fois le prix de marché du gaz aujourd'hui.
Alors ça s'est beaucoup envolé à partir des événements de l'Ukraine, puisque il y a eu ce blocage avec le gaz russe et la volonté de s'autonomiser du gaz russe. Et donc là, il y a eu encore, je dirais, d'appui financier pour développer la méthanisation, à la fois d'appui financier à l'investissement et en prix de rachat, puisque ce que je vous ai dit, c'est racheté aujourd'hui à peu près 5 fois le prix du marché. L'un des autres repères, c'est les accords de Paris. Oui. La COP 21. Ben c'est lié aux accords de Paris, en fait, cette volonté de sortir des énergies fossiles et de réduire les gaz à effet de serre pour essayer d'atténuer les problématiques de modification climatique, parce qu'on peut appeler ça, il n'y a pas que la notion de réchauffement, c'est vraiment des dérèglements climatiques. On voit bien que ça dérègle aussi le cycle de l'eau, etc. Alors, par rapport au pétrole, au charbon, on peut se dire au gaz naturel. Utiliser la biomasse à travers les méthaniseurs, c'est vertueux, non? Au début, nous, on était pour, effectivement. Tous les environnementalistes étaient plutôt favorables et ont même poussé à développer l'utilisation de la biomasse. Mais le problème, c'est que la biomasse, elle a plusieurs usages. Et aujourd'hui, on rentre dans des conflits d'usage. C'est-à-dire que la biomasse, elle sert à nous nourrir. C'est-à-dire que on se nourrit des cultures ou des animaux qui ont mangé des cultures. Donc la biomasse, elle sert à nous nourrir. La biomasse, elle sert aussi aux enjeux de biodiversité, de fonctionnement des écosystèmes. Et donc, maintenant, on veut qu'elle serve aussi à produire de l'énergie. Or, on est dans ces enjeux de dérèglement climatique et la biomasse va être moins productive. On le sait déjà pour la forêt de manière critique, qu'aujourd'hui, les puits de carbone de forestiers produisent moins, voire stockent moins de carbone. Parce que il y a des problèmes de maladies, il y a des problèmes de moins grand développement de certaines espèces, voire de disparition de certaines espèces. Donc on a ce problème sur les forêts et on a ces problèmes de variabilité climatique et notamment de variabilité de cycle de l'eau par les pluies. On peut avoir des périodes de grande sécheresse et des périodes de forte pluie qui vont impacter directement les productions agricoles. Donc notre autonomie alimentaire aussi, notre capacité à nous nourrir. On est plus de 8 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui. On n'est plus 2 milliards comme dans les années 50. Donc le premier rapport dans les années 70 sur les limites des productions terrestres, les limites naturelles, en minéraux, mais aussi en biomasse, etc. On les touche aujourd'hui, et on les touche d'autant plus gravement qu'on est beaucoup plus nombreux et que les dérèglements climatiques se font de plus en plus forts. Cette année, donc en 2024, on a moins 30% de production de blé. On exporte à peu près 30%, donc on va pas pouvoir exporter en France. On va pas pouvoir exporter. On va même être difficilement autosuffisant. Donc vous voyez, c'est vraiment concret cette réalité. C'est concret, et la méthanisation vient impacter cette souveraineté, va augmenter ces risques, va augmenter cette fragilité. Voilà. Et y compris pour nourrir les propres méthaniseurs. Si on a des années, par exemple, supposons cette année en 2024, en Bretagne, on a eu beaucoup de pluie pendant l'hiver, les maïs ont été implantés beaucoup plus tard. S'il y avait eu de la sécheresse juste derrière, on aurait eu des productions de maïs très faibles parce qu'il a été semé tard. Donc, s'il n'y avait pas eu la production, là, elle va être assez bonne en Bretagne. C'est pas vrai, dans le sud de la France, les maïs vont être très mauvais. Mais nous, voilà. Donc, mais s'il y avait eu s'il y a une mauvaise production de maïs, ça va. Les méthaniseurs pour fonctionner, pour produire du gaz, ils vont consommer quoi comme culture? Encore moins de blé, encore moins de. Voilà, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Parce qu'un méthaniseur, ça ne s'arrête pas. On ne peut pas l'arrêter. Ah ben si, on peut l'arrêter. Il y a des accidents, donc on l'arrête. Mais à ce moment-là, on n'a plus de gaz. Et si on arrête l'importation du gaz naturel, il y aura plus de gaz à ce moment-là. Donc les plans de pluriannuels énergétiques français envisagent effectivement une baisse drastique de la consommation de gaz en France, notamment du gaz pour les particuliers, et de garder le gaz
que pour les industries fortement consommatrices de gaz pour des fortes puissances, notamment pour les fours, etc. Voilà. Mais malgré cela, envisager que la méthanisation agricole, notamment, puisse, je dirais, fournir autant de gaz que nécessaire, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Notre surface agricole française n'y suffira pas. C'est-à-dire qu'on aura une compétition fortement entre l'alimentation des humains, les besoins pour le naturel et la production d'énergie. On peut aller aujourd'hui jusqu'à, par rapport aux estimations, à plus de 10% de la SAU, si on envisage vraiment le plan tel qu'il est prévu en France de biogaz. La SAU, c'est la surface agricole utile en France. Et en Bretagne, on a déjà le problème du maïs, c'est qu'on a déjà à peu près 1 hectare sur 5 ou 1 hectare sur 4 même qui est en maïs. Et on le voit, vous pouvez le voir, tout le monde peut le voir dans certains secteurs où le maïs prend une part prédominante dans la surface agricole. Alors les énergéticiens, dans leurs spots publicitaires diffusés y compris à la télévision, vont utiliser les termes de biogaz, de gaz vert. Qu'est-ce qu'ils font à vos yeux? Ils désinforment? Ah oui, ils désinforment complètement. GRDF est absolument coupable à nos yeux de désinformation du citoyen et même de mésinformation vis-à-vis des agriculteurs qui vont s'engager ou qui s'engagent. Parce que le modèle économique ne tient pas. Il est biberonné aux subventions publiques, au prix de rachat, on l'a dit, mais il n'est pas vert du tout, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de méthaniseurs qui font leur bilan carbone. Donc, on est dans le cycle du carbone, puisque on est, on l'a dit, dans la méthanisation des céréales ou des déchets, mais à partir qui sont eux-mêmes carbonés. Et on produit du méthane qui est carboné et du CO2 qui est carboné. Donc, on reste dans le cycle du carbone. Et donc, les bilans de gaz à effet de serre sont mauvais. Alors, il y a un artefact en disant « Ah ben oui, mais en analyse de cycle de vie », qui sont des nouvelles méthodes qu'on dit en ACV, qu'on développe un peu partout aujourd'hui, où on dit « Ah ben oui, on en produit, mais comme on en substitue à des énergies fossiles, on va enlever ce qui est substitué et donc, finalement, on n'en produit pas. » Eh ben non, c'est pas vrai. On en produit. Le fait de dire ah bah oui mais ce qu'on produit va venir en diminution de ce qui ne va pas être utilisé en énergie fossile, c'est un deuxième raisonnement. Mais c'est comme si vous vous disiez ah bah je prends le train donc je vais déduire des kilomètres que je fais en train les kilomètres que je ne fais pas en voiture. Mais non. Et voilà, les gaz à effet de serre que calcule la SNCF, c'est les gaz à effet de serre de la SNCF. Vous ne substituez pas les kilomètres que vous faites pas en voiture. Voilà. Eh bien ça, on le fait pour le biogaz. Et donc c'est faux. C'est complètement faux. Et malheureusement, comme c'est une politique énergétique que la France veut, c'est aujourd'hui qu'une politique énergétique, eh bien même des instituts comme l'ADEME, l'Institut pour la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, soutient et désinforme sur ce sujet. Alors, en Bretagne, on a une agence locale de l'énergie qui s'appelle ELLE et qui réalise un recensement des méthaniseurs qui fonctionnent ou qui sont en projet. Et selon les chiffres, au moment où on enregistre, c'est-à-dire en septembre 2024, on a 266 méthaniseurs qui fonctionnent dans les 4 départements de la région Bretagne administrative. Et l'ambition, c'est d'en avoir jusqu'à 1000. Oui. Et donc jusqu'à 1000, nous on a fait un calcul que si on en a 1000, à peu près de la même taille, si on part sur la même taille de méthaniseur, on va consommer 10% de la surface agricole en plus. Alors prenons l'exemple d'une commune qui se trouve en plus dans votre département, puisque vous êtes d'Ille-et-Vilaine, c'est la commune d'Iffindic. Dans l'enquête de Spland qu'on a publiée il y a 2 ans, on parlait de capitale de la méthanisation. Alors c'est pas parce que c'est les décisions qui se prennent sur la commune d'Iffindic, mais c'est parce que on a beaucoup de méthaniseurs et un 8e est en projet. Eau et Rivières de Bretagne, dont vous êtes membre, conteste la construction de ce méthaniseur. Pour quelles raisons?
Oui, alors il y a eu des riverains qui ont attaqué ce 8e méthaniseur pour des problèmes notamment de nuisances routières notamment, mais pas que. Nous, ce qui nous pose problème, malheureusement, c'est pas ce méthaniseur en tant que tel. Parce que quelque part, il est fait avec des éleveurs. Nous, on n'attaque pas forcément les éleveurs, avec plusieurs éleveurs qui sont pas des gros éleveurs. Donc quelque part, on pourrait dire ah bah oui, mais c'est vraiment le modèle de la méthanisation vertueuse, méthanisation territoriale. Mais le problème, c'est que c'est le 8e qui arrive sur ce territoire, et que les autres, c'est aussi des petits moyens méthaniseurs. Mais le 8e sur ce territoire, ça va être dramatique. Il ne va plus y avoir que du maïs sur ce territoire. Or, il y a des problématiques sur ce territoire, des problématiques d'excès d'azote qui vont sur le temps de Bois-Gervilly, etc. Et donc, pour vous donner, c'est-à-dire que tous ces méthaniseurs, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental cumulée. Et on va arriver, avec ce 8e méthaniseur, à 320 tonnes, plus de 320 tonnes de transport à transporter de déchets et d'effluents tous les jours. Voilà. Eh bien, c'est dramatique. C'est ça déjà, ça va détruire les routes, mais ça va provoquer beaucoup une grande intensité d'ammoniac localement, quelque part, Ifendik va devenir effectivement le modèle qu'on va pouvoir voir se développer dans d'autres communes, puisque si on arrive à 1000, si on multiplie, si on fait le nombre de communes bretonnes par, qu'on divise le nombre de méthaniseurs par le nombre de communes, c'est à peu près ce qu'on va voir sur la Bretagne. Donc voilà, c'est en soi, c'est assez dramatique. En sachant qu'il y a des zones de forte concentration parce qu'ils se trouvent sur des gazoducs. Voilà, ils se trouvent sur des gazoducs. Mais de toute façon, GRDF, GRT. Oui, GRT Gaz. GRT Gaz, oui, j'arrivais plus à le dire. Je dirais développe des réseaux, si c'est pas trop loin, développe le complément de réseau. Parce qu'ils ont eu le droit de développer leur réseau. Ce qui est ridicule, puisque si c'est une énergie qui est dans le cycle du carbone, alors qu'aujourd'hui, non seulement il faut augmenter les puits de carbone, mais il faut réduire au maximum l'utilisation, notre développement, notre utilisation du cycle du carbone. Il faut sortir du cycle du carbone par tous les moyens qu'on peut. Alors justement, je voulais revenir sur un des éléments du cycle du carbone, c'est l'ammoniac. Alors il n'est pas dans le cycle du carbone, il est dans le cycle de l'azote. Ah oui, pardon. Mais je voulais donc revenir sur l'ammoniac que vous avez déjà cité, qui est un gaz précurseur de particules fines et qui peut aussi acidifier le milieu de façon plus locale. Quel est le lien entre la méthanisation, le développement de la méthanisation et la production d'ammoniac, les émissions d'ammoniac? Alors, nos petites bactéries qui sont dans le digesteur, donc qui vont produire ce méthane, transforment aussi l'ammoniac. C'est-à-dire que l'ammoniac, il passe d'une forme organique, les pailles, les effluents d'élevage, etc., les graisses animales, elles sont organiques. D'accord? Et nos petites bactéries, elles vont le transformer en azote minéral. Et la forme minérale, c'est l'ammoniac. Donc, le digestac, quand on va le sortir, il est plein d'ammoniac. Voilà, à 80% c'est de l'ammoniac. Et cet ammoniac, le problème, c'est qu'il est extrêmement volatile, et il est précurseur des particules fines, d'où les pollutions aériennes qu'on a en Bretagne régulièrement. Et la Bretagne représente déjà, avec peu de méthaniseurs, c'est des chiffres anciens, on n'a pas les chiffres récents, quasiment 20% des émissions d'ammoniac en France. Donc c'est beaucoup. Voilà. Nous, nos calculs sont supérieurs, mais 20%, c'est le chiffre officiel. Voilà. Oui, parce que toutes les exploitations n'ont pas l'obligation de faire une déclaration de leurs émissions. De moins en moins, puisque justement l'agriculture va être exemptée les seuils d'obligation de déclaration ont été augmentés. Donc quelque part, ils sont exemptés de mesures. Donc, mais quelque part, de toute façon, on a les mesures satellitaires. Donc de toute façon, il y a les mesures satellitaires au niveau européen, donc qui permettent d'avoir une approche. Est-ce que c'est une nuisance aussi pour les riverains? Ah ben oui, c'est une grande nuisance.
c'est une grande nuisance. Hein. L'ammoniac, c'est oui, c'est une nuisance. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir, bon, qui n'a pas été faite en Bretagne, parce que justement, je pense que il y a déjà beaucoup d'ammoniac en Bretagne, hein, mais qui n'a pas été faite en Bretagne, mais qui montre que effectivement, à la sortie des méthaniseurs et sur, je dirais, les limites de propriété du méthaniseur, il y a une concentration en ammoniac et en autres composés odorants assez importante. Donc c'est un des axes pour eau et rivière lors de contentieux. Sont les effets cumulés. Oui, c'est les l'ammoniac. effets cumulés. Le problème aujourd'hui, c'est que voilà, si on a des méthaniseurs de manière conséquente dans toutes les communes, on va avoir de toute façon une grosse problématique d'ammoniac, une grosse problématique de qualité de l'eau de qualité des eaux, et donc avec le risque toujours de ne pas pouvoir se sortir du dossier des algues vertes. Alors, un autre axe que vous développez dans ce plaidoyer, c'est l'aspect sanitaire du digestat. Déjà, on l'a pas encore dit, mais à quoi ça ressemble ce fameux digestat? Quelle forme il prend à la sortie du méthaniseur? C'est très liquide. C'est très liquide, hein. Voilà, c'est un peu comme un lisier. C'est très proche d'un lisier en fait. Donc c'est liquide. Normalement, c'est un peu moins odorant qu'un lisier, mais bon, ça reste liquide et tout ce qui rentre ressort. C'est-à-dire que à partir du moment où si on a des métaux lourds, si on a des pathogènes, si on a des antibiotiques, ils vont se retrouver dans le digestat. Hein. Voilà. Donc on répand ce qu'on a mis quelque part. Sauf que donc on a ce méthane qui a été capté. Oui, mais qui représente que 5% de la masse globale de ce qui va entrer. Donc en fait, on fait beaucoup de transport d'eau quelque part, enfin d'eau colorée, mais voilà, on fait beaucoup de transport d'eau. Mais il aurait été utile pour les sols, vous dites. Utile? Oui. La partie qui s'est transformée, du moins, en méthane. Oui, parce que c'est du carbone. Et c'est le carbone qui est le plus facilement assimilable dans le sol. Donc, il y aura profondément un changement de structuration des sols à utiliser que du digestat. L'INRA vient de sortir d'ailleurs une étude où il montre que effectivement il faudrait mixer du digestat avec du fumier, enfin pas mettre toujours du digestat, enfin qu'il y a vraisemblablement des changements biologiques des sols si on est avec le digestat. Voilà, sur le moyen long terme. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce digestat? Est-ce que parce qu'on a donc parlé des effluents d'élevage, on a parlé des cultures, mais on peut y mettre aussi des graisses issues des abattoirs, par exemple. On a des sites d'ailleurs industriels qui ont construit leur propre méthaniseur. Il a été aussi question d'introduire les boues de stations d'épuration, dites les boues de steppe. Où on en est sur ces évolutions législatives et quels sont les ingrédients potentiel du digestat, parce que le digestat va être différent d'une exploitation à l'autre. Oui. Alors, pour le moment, sur les boues de steppe, il y a un statu quo, donc normalement, c'est pas autorisé. Normalement, ils ne doivent pas intégrer de boues de station d'épuration dans les méthaniseurs agricoles. Voilà. Pour quelle raison? Alors ça a été, c'était parce que, alors au départ ça devait s'intégrer et l'histoire du Covid ont fait que ça a été bloqué. Aujourd'hui, normalement, ça ne doit toujours pas être. Alors, je pense qu'il y a quelques méthaniseurs qui en reçoivent. Il doit y avoir des analyses et une hygiénisation de ces bouts de station d'épuration, donc ce qui est très coûteux. Et ça dépend de la température, l'hygiénisation. Oui, l'hygiénisation est à 70 degrés, alors que le méthaniseur, il fonctionne à 40 degrés. Donc ça coûte plus cher. Oui, donc ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est pas intéressant, c'est pas rentable. Voilà, c'est bien le problème.
pour éviter aussi d'avoir des résidus médicamenteux. Oui, mais ça, les résidus médicamenteux, c'est pas parce qu'on va les mettre à 70 degrés qu'ils vont disparaître. Hein. Non, c'est plutôt les bactéries. Oui, c'est plutôt pour les problèmes de pathogènes. Ouais. Sachant qu'il reste des pathogènes qui résistent à 70 degrés. Hein. Donc le problème sanitaire n'est pas complètement évacué. On l'a vu avec l'histoire de l'ammoniac, mais le problème sanitaire, en mélangeant des effluents de différents élevages, de différentes espèces animales, et en remettant ça sur les cultures et sur les prairies, on crée quand même un risque sanitaire supplémentaire. Alors qu'on est déjà en concentration animale extrêmement importante en Bretagne. Donc on a des risques zootiques importants. Voilà, je pense que c'est toujours en cours de travailler auprès de l'ANSES. Alors, il y a une étude là qui est sortie qui montre que sur les pathogènes courants, il n'y a pas de problème. Le digestat ressemble à un lisier aussi en termes de pathogènes et un peu mieux qu'un fumier. Mais ça n'intègre pas la problématique du mélange des espèces et du mélange des exploitations. Et donc, on a un brassage beaucoup plus important de pathogènes. Sachant que certains gros méthaniseurs captent, vont chercher de la matière première jusqu'à 50, un rayon de 50 km. Oui, en Bretagne. Ouais. Ouais. Mais voire plus encore ailleurs. Voire plus, parce que on a aujourd'hui des entreprises qui se développent sur la vente de soupe. D'intrants, de soupe, notamment pour le matériel de déconditionnement, tous les déchets, puisque les déchets alimentaires aujourd'hui doivent trouver une issue, autre que l'enfouissement. Donc, il y a des entreprises de déconditionnement qui se développent, il y en a en Bretagne d'ailleurs, et eux proposent à la vente pour ce qu'ils n'arrivent pas à valoriser eux-mêmes, ils proposent à la vente. Donc ça peut faire des kilomètres et des kilomètres. Il y a même des entreprises belges, etc. qui aujourd'hui, il y a un marché, un trading qui se développe sur les soupes pour les méthaniseurs. Et le digestat peut être exporté aussi. Dans certains projets, on lit que le digestat produit dans une ferme, pas forcément dans une grosse exploitation industrielle, sera envoyé ailleurs en France. Oui, bien sûr. C'est comme on a déjà cette problématique avec le lisier en Bretagne, puisque les grosses exploitations doivent obligatoirement exporter si elles n'ont pas suffisamment de temps d'épandage. Et pour le digestat, c'est exactement la même question. C'est-à-dire, s'il n'y a pas suffisamment de surface d'épandage, il faudra l'exporter. Donc c'est une augmentation du trafic routier aussi. Ah oui, bien sûr, et avec des grosses unités. Des grosses unités. Et il y a beaucoup de communes qui se posent la question de leur réseau communal de petits chemins et de petites de routes communales ou départementales qui ne sont pas du tout adaptées au matériel agricole et de transport qui est de plus en plus gros. Et même les épandeurs de digestat aujourd'hui, puisque comme ça doit être enfoui, parce qu'autrement on a 80% de l'ammoniac, donc de l'azote du digestat qui s'évapore. Donc il y a très peu d'intérêt, je dirais, le digestat au niveau agronomique ne représente plus beaucoup d'intérêt si tout s'évapore. Donc il y a aujourd'hui des tonnes avec des pendillards, des enfouisseurs, mais ils sont il y a le SPAS qui présente ces nouveaux matériaux, mais qui sont absolument énormes. Ça c'est le salon de l'élevage. Voilà, c'est le salon de l'élevage. Le plus grand salon de France. Voilà. Et qui sont absolument énormes. Donc c'est très lourd sur les routes, c'est très lourd sur les sols. Voilà, donc il y a forcément, ça créera du compactage sur les sols et ça crée de la destruction des routes communales. Voilà, et donc aussi d'importants investissements qui ancrent la Bretagne dans un modèle productiviste. Vous le disiez tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne un peu plus précisément. Aujourd'hui,
la taille d'une exploitation, dire la surface, l'emprise au sol d'une exploitation n'a absolument plus rien à voir avec les fermes d'antan. Le corps de ferme avec quelques bâtiments, quelques granges aux alentours, ça a été remplacé par des sites. Vous les qualifiez comment? Oui, alors globalement en Bretagne, sur les 30 dernières années, la surface agricole moyenne, elle a doublé. La surface d'une exploitation. Ça sont les terres. Voilà, sur les terres. Et puis, par plusieurs faits, il y a déjà l'agrandissement intrinsèque, et parce que c'est en GAEC pour beaucoup d'exploitations, donc plusieurs exploitants qui se mettent ensemble dans une structure, et parfois des GAEC qui ont ce qu'ils appellent plusieurs établissements, donc qui travaillent sur plusieurs sites. Donc aujourd'hui, on a des grosses exploitations et des très grosses exploitations. On a des projets à presque 500 vaches laitières, à 8000 places de porc. Enfin bon, on n'est plus du tout dans l'exploitation agricole des années 60 ou 70 ou même 80. Voilà. Mais ça vient aussi parce que on a un nombre d'agriculteurs qui baisse de plus en plus. Et là, on est dans une période où on va avoir la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les quelques années à venir. Donc on a ce risque extrêmement important de voir encore doubler, voire plus, la taille des exploitations agricoles. Donc on va être sur des entreprises quasi industrielles si on ne met pas plus de main-d'œuvre dedans. Ah oui, d'ailleurs, ce sont des sites qui sont répertoriés par Géorisque comme étant des sites industriels. C'est répertorié et c'est nommé de la sorte, notamment du fait des émissions d'ammoniac. Et l'installation d'un méthaniseur, c'est une pièce de puzzle en plus. Bien sûr, ça vient soutenir cette industrialisation. Forcément, on l'a vu par les outils de mécanisation, on le voit par l'outil lui-même. Je vous ai parlé de la cuve, etc. C'est des outils qui, à minima, aujourd'hui, représentent à peu près, sauf les tout petits investissements sur la couverture d'une fosse à lisier et la récupération du méthane, juste comme ça, sans investissement. Mais sinon, c'est des investissements qui sont au minimum à 5 millions d'euros. En injection. En injection. Et c'est plus cher que la cogénération, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a les épurateurs. Donc injection, 5 millions d'euros, investissement considérable. Oui. On voit que ça n'a effectivement plus rien à voir avec l'économie agricole. Même pour le renouvellement des générations, ça posera un problème pour qu'un jeune s'installe. Pour passer déjà le coût d'une installation, on est passé de quelque chose comme 200 000 euros il y a peut-être une quinzaine d'années à plus d'1 million d'euros pour un jeune qui veut s'installer. La part d'entrée dans un GAEC, dans une structure. Donc les jeunes qui s'installent aujourd'hui dans le modèle industriel aujourd'hui, dans le modèle d'agriculture intensive, il se met le collier de l'investissement, donc des emprunts pour une quinzaine d'années minimum. Il pourra pas changer son système, difficilement. Et pourtant, c'est présenté comme étant une bonne affaire de produire du gaz. Alors, en matière de trésorerie, oui, bien sûr, puisqu'il est racheté. Mais c'est pas un modèle économique qui fonctionne. Il est racheté 5 fois le prix de marché. Donc, si on était au prix de marché, ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est des contrats qui sont des contrats de 10 à 15 ans avec impossibilité de les renouveler. Donc la question, elle se posera en fonction de l'âge de départ des méthaniseurs dans quelques années. Ceux en cogénération, elle se pose en ce moment. Parce que il y a des cogénérateurs aujourd'hui qui ont 10 ans ou qui sont proches des 10 ans. Donc ils ne pourront plus avoir de prix subventionnés. Il faudra qu'ils trouvent leur problème, leur modèle économique autonome. Donc on voit bien que ça va être un problème dans quelques années. Puis il y a des coûts de maintenance aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, les bâches, par exemple, la bâche, qui est un coût important, c'est des bâches en plastique qui deviennent perméables aux fuites de méthane. Le méthane est un gaz, je dirais, agressif. Donc, ils sont perméables au bout d'une dizaine d'années. Ils commencent à être perméables au bout de 6-7 ans. Et ils sont très perméables au bout de 10-12 ans.
Et c'est un gros investissement. Il faut les changer à ce moment-là? Il faut les changer, il faut changer les filtres, hein, parce que quand vous produisez du biogaz, le biogaz c'est à peu près 50% de CO2, enfin 50% de méthane et oui, c'est un peu moins de 50%, bon disons on va dire 48 et il reste 3-4% de gaz comme du H2S, du N2O, etc. qui devront hydrogène sulfuré qui doivent être épurés. Hein, donc il y a des filtres qui sont coûteux. Voilà, et qu'il faut changer en permanence. Donc un coût important et une formation réduite. Très réduite, hein, puisque la formation obligatoire, je crois, elle est d'une journée. L'association des méthaniseurs bretons demande à ce que les gars ils fassent 5 jours, je crois, qu'ils nous ont dit. Bon, mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Alors c'est sûr que on demande à un agriculteur aujourd'hui, alors non seulement d'être agronome, d'être comptable, d'être gestionnaire, d'être éleveur, d'avoir des connaissances sanitaires, etc. Et maintenant, on va lui demander d'avoir des compétences chimiques et de process industriels. Et tout ça, on va lui donner une journée de formation pour passer d'agriculteur à chimiste et à industriel. Sachant que c'est pas possible. Des incidents et des accidents, il y en a eu et non des moindres en Bretagne. Et il y en a toujours. Et on a eu le plus gros. Mais malheureusement, d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout encourageant, c'est que le gros accident de Châteaulin est un gros méthaniseur détenu par Engie. Donc là, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que même les industriels, en plus c'était des économies de bout de chandelle, hein. Voilà. Vous pouvez rappeler un peu ce qui s'est passé parce que tout le monde n'a pas en tête l'accident de Châteaulin. L'accident de Châteaulin, il y a quelques années, il y a un méthaniseur qui a débordé et normalement il y a une astreinte, mais c'est une astreinte téléphonique et cette astreinte téléphonique, ça veut dire qu'il y a une personne qui normalement doit être contactée dès qu'il y a un problème, elle n'a pas marché. Voilà. Et donc ça s'est déversé malheureusement dans la rivière qui sert de captage pour Quimper. Et donc les 180 000 Quimpérois n'ont pas eu d'eau potable pendant 8 jours parce que ça a bouché tous les filtres de l'usine de captage pour produire de l'eau potable. Donc il a fallu changer les filtres, nettoyer, etc. Un coût important et puis une pollution grave. Et donc Engie a été condamné, mais ça ne résout pas le problème en soi. C'est-à-dire que le risque existe parce que ce sont des sites qui effectivement peuvent générer des pollutions très graves pour les eaux. Ouais, et Eaux et Rivières de Bretagne était partie civile dans cette affaire. Et en fait, quand on l'avait imaginé cette problématique de pollution, on nous avait dit mais non, il y a tous les outils de sécurité possibles. Comme on nous avait dit non, ça n'explosera jamais ou non, ça prendra jamais feu ou non. Et on a eu tous les cas. Tous les cas de pollution. Voilà. Et là où je vais en venir aussi, c'est qu'on a donc ces installations industrielles qui fleurissent un peu partout et d'ailleurs surtout en Ille-et-Vilaine. Enfin, il y a une surreprésentation. Il y en a dans toute la Bretagne. Hein. Oui. Ouais. Il y a une grappe. Mais il y a des grappes. Il y a des grappes. Ouais. Qu'est-ce que ces sites vont devenir si les subventions diminuent? Est-ce qu'on va se retrouver avec des friches industrielles un peu partout? Je vous dis, hein, je pense que les énergéticiens reprendront à l'euro symbolique ces friches et les agriculteurs risquent d'être, je dirais, intégrés comme on a eu cette problématique avec l'intégration d'autres productions comme les veaux, etc. C'est-à-dire que l'agriculteur sera un fournisseur d'intrants, hein, et puis bien l'énergéticien ira épandre le digestat sur les terres de l'agriculteur. L'agriculteur n'aura plus du tout la maîtrise ni de son plan d'épandage, ni du prix d'achat des intrants. Une sorte de vassalisation. Oui, on l'a déjà connu, on la connaît pour d'autres productions. Hein, je vous ai dit comme les veaux de boucherie, etc. Sauf que là, c'est les énergéticiens.
et qui sont leur assise financière est beaucoup plus forte que les coopératives agricoles ou les industriels qui avaient intégré des agriculteurs. Alors on a cité Engie, quels sont les autres grands groupes Il y a Total, Total, et puis je vous dis, il y a des groupes là, des petits groupes privés qui se créent, et parce qu'il y a des effets d'aubaine. Vous les voyez apparaître dans les dossiers que vous étudiez? Bah oui, on a un groupe là qui vient s'installer en Bretagne avec 7 projets de méthaniseurs en Bretagne. Cette année 2020. Pas tous au même endroit? Non, répartis. C'est une évolution, c'est la tendance lourde de l'évolution de l'agriculture. C'est ce que certains appellent l'agriculture de firme, qui est déjà bien présente en Belgique, par exemple, et qui s'annonce en France et notamment en Bretagne. Oui, parce que c'est la problématique capitalistique en fait. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'argent, d'investissement pour produire. Donc les agriculteurs n'ont pas cette assise financière suffisante et donc vont faire appel progressivement, je pense, à d'autres financeurs. Alors pour le moment ça peut être les banques, mais c'est aussi justement ces financeurs qui vont arriver. On a cette problématique, ça avait été le cas de Corcoué, puisque c'était des financeurs étrangers. Au sud de la Loire-Atlantique, limite de la Vendée. Voilà. Qui venaient s'implanter et qui sous-traitaient aux agriculteurs la production de telle et telle culture et qui leur proposaient la sous-traitance du plan d'épandage. Donc un énorme site industriel qui finalement a été abandonné parce qu'il y a eu des résistances locales et puis même y compris des élus localement, départementalement, de différents bords politiques d'ailleurs ont fini par contester ce projet, mais il y avait quand même plus d'une centaine d'agriculteurs qui étaient impliqués. Donc justement, est-ce que vous trouvez des alliés chez en dehors de FNE Bretagne, est-ce que vous voyez des institutions, des centres de recherche ou peut-être des élus politiques ou agricoles qui rejoignent vos positions? Oui, il y a des élus politiques qui même historiquement étaient opposés au développement de la méthanisation dans le système agricole dans lequel on est, parce que ça soutient l'agriculture industrielle, ce n'est pas compatible avec l'agroécologie, ça a été dit au SPACE par l'INRA, par l'INRAE, par des scientifiques qui ont eu le courage de le dire, et moi je reconnais ce courage, et je pense que les scientifiques ont justement ce travail de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de cet enjeu que représente la production énergétique en France par rapport à d'autres politiques publiques, et qu'on doit changer ces politiques publiques et de savoir quelles sont les priorités que l'on va donner, les priorités climatiques, les priorités alimentaires, les priorités énergétiques. Qu'est-ce qu'on fait? La biomasse, elle peut pas être utilisée 3 fois. Voilà. Alors comme allié, on peut penser à Olivier Alain, par exemple, qui a été vice-président de la région Bretagne en charge de l'agriculture, qui macroniste, a quitté la majorité et y est revenu tout récemment. Et puis, en fin de compte, parfois c'est peut-être contre-intuitif ou à front renversé. Les écologistes, le parti Europe Écologie Les Verts compte des élus et des soutiens au développement de la méthanisation. Oui. Ça pose un vrai problème de compréhension de ce que c'est que la méthanisation. Alors comment vous retrouvez dans on en a discuté beaucoup avec Monsieur Salmon par exemple, qui est sénateur, qui a contribué à augmenter, lui et la commission qui a travaillé sur le sujet, qui avait des sénateurs producteurs agriculteurs méthaniseurs dans la commission, donc avec un vrai conflit d'intérêts. Et donc cette commission d'études a contribué à ce que le prix de rachat justement soit encore plus soutenu. Donc ça a contribué à développer quelque part la méthanisation. Voilà. Donc non, c'est un vrai problème que des écologistes soutiennent une production qui n'est pas du tout, et aujourd'hui l'INRA le montre, qui ne va pas du tout dans le sens de l'agroécologie. Voilà.
quand on a fait ce petit tour de la question, on en arrive aux positions, aux recommandations qui sont les vôtres. Alors vous avez donc ce siège au Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, le CESER, au nom de Eaux et Rivières de Bretagne. Eaux et Rivières de Bretagne réclame un moratoire, c'est-à-dire même à l'échelle de la France, le gel de tous les projets. Jusqu'à quand? Quelle est la différence entre un moratoire et l'abandon définitif de la méthanisation? Alors, ce que nous demandons, et d'ailleurs on avait alerté le Conseil régional qui subventionnait les méthaniseurs, on les avait alertés sur la problématique justement que ça, je dirais, continue, ça permettait de continuer dans l'industrialisation de l'agriculture, au contraire des enjeux justement d'agroécologie. Le Conseil régional, vous avez écouté, et a mis en place une étude sur la situation de la méthanisation en Bretagne. Elle est toujours en cours. On l'attend toujours. On attend toujours les résultats. Il y a une enquête normalement qui est en cours auprès d'agriculteurs pour savoir où ça en est. Elle l'était déjà au moment de la publication de l'enquête de ce plan il y a 2 ans. Oui, elle est toujours en cours et on sollicite toujours la région pour savoir où ils en sont. Mais pour le moment, voilà. Donc on est toujours sur cette idée du moratoire, et ce qui est intéressant, c'est que justement la recherche donne, qui était il y a quelques années justement sur des certitudes avec des études qui étaient des modélisations qui étaient peu fiables, aujourd'hui nous sort des études beaucoup plus problématiques et qui posent beaucoup mieux les problèmes. Voilà. Mais en sachant qu'il y a aussi des groupes de pression, des sociétés de conseil, oui. qui pressent dans le sens du développement de la méthanisation. Oui, mais qui des sociétés qui disent ah bah oui, mais si on diminue l'élevage en Bretagne pour les gaz à effet de serre, on peut faire plus de méthanisation. Oui, mais non, parce que la méthanisation produira aussi des gaz à effet de serre. J'aimerais finir par peut-être une définition, une explication du modèle agricole qui est souhaité par FNE Bretagne, par Eaux et Rivières, puisque c'est pas seulement de dire on veut un moratoire sur la méthanisation. Vous soutenez l'agroécologie. Mais en pratique, qu'est-ce que c'est? On va pas avoir énormément de temps pour développer, mais ça ressemblerait à quoi une Bretagne qui a fait une transition agroécologique? Alors, d'abord, cette transition, elle est difficile. C'est pas forcément une transition, ça serait plutôt une rupture. Parce que le problème n'est pas qu'un problème agricole en Bretagne, c'est aussi un problème agroalimentaire. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup d'entreprises agroalimentaires sur la région Bretagne qui récupèrent les produits animaux notamment, et ça c'est un frein énorme au changement de système. Parce que l'objectif avec l'agroécologie, c'est de produire l'élevage, de garder de l'élevage en Bretagne, mais de produire de l'élevage uniquement en lien avec le sol, c'est-à-dire de produire l'élevage que le sol peut nourrir, que le sol breton peut nourrir, avec aussi la production pour nous au niveau céréalier, etc., et légumes et tout. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément, pour nous, l'agroécologie nécessite forcément une réduction de l'élevage et un retour à un élevage qui est nourri par les prairies et les cultures bretonnes. Voilà. Et pas par l'importation de soja, notamment de déforestation, mais aussi de cultures, de blé qui vient de Roumanie ou je ne sais pas où. Voilà, c'est le premier point de l'agroécologie. Et le deuxième point de l'agroécologie, c'est d'être en lien et de ne pas être destructeur de l'environnement, notamment par rapport aux pesticides. C'est le deuxième problématique. C'est que aujourd'hui on a une agriculture qui consomme des pesticides, et ces pesticides, malheureusement, on les retrouve dans l'eau que l'on va potabiliser pour nous humains, et aussi malheureusement pour les écosystèmes. Donc ces pesticides ont des problématiques de pollution pour les écosystèmes et pour nous des problèmes sanitaires, notamment des problèmes
pour notre propre reproduction en tant qu'humain, ou de maladies liées à ces pesticides. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème pour l'agroécologie, c'est justement ces problématiques qu'on doit avoir un environnement sain pour nous. Donc on a parlé de l'eau, mais on a aussi parlé de l'air, et donc on a cette problématique de qualité de l'air en Bretagne qui est très importante. Il faut que l'agroécologie soit aussi compatible avec cette qualité de l'air, de retrouver cette qualité d'air. Et le dernier point, c'est l'eau en Bretagne, puisque les problèmes de changement climatique et de modification climatique vont changer le cycle de l'eau. Et donc, la demande aujourd'hui, c'est de faire des bassines, des stockages d'eau. Notamment, on a un problème où il y a eu aujourd'hui un décret qui permettrait de stocker l'eau dans des zones humides, des petites zones humides. C'est dramatique, puisque ça va vraiment contre l'agroécologie, qui est de respecter les espaces nécessaires aux habitats pour les écosystèmes, pour que les écosystèmes fonctionnent. Alors cette agroécologie, certains agriculteurs s'y mettent, mais pas tous, loin de là. Et puis dans des pays comme les Pays-Bas ces dernières années, le plan Azote, qui avait pour projet de réduire l'élevage, s'est heurté à une levée de boucliers impressionnante, puisqu'il y a eu des conséquences politiques. L'hiver dernier, en Bretagne, il n'était même pas question de ça, enfin même à l'échelle de la France, mais on a aussi eu des actions agricoles, des actions coup de poing, un peu partout, notamment sur nos territoires, notamment chez les éleveurs bovins. Donc vous êtes bien consciente qu'il y a des énormes résistances. Est-ce que c'est à l'État d'avoir une intervention extrêmement forte pour permettre un changement d'activité pour certains agriculteurs, parce que forcément moins d'élevage, on se dit moins d'éleveurs, non? Non, c'est pas du tout obligé. Non, c'est de mieux rémunérer les éleveurs. C'est de mieux. Aujourd'hui, la viande, elle a un coût réel, et on n'en paye pas le prix. La viande, on ne devrait pas manger autant de viande qu'on mange. Et le plus gros problème, hors le fait qu'on mange trop de viande, que c'est pas bon pour notre santé, c'est qu'on en perd beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40% de notre alimentation est perdue. Elle retourne elle va directement à la poubelle. Soit parce qu'il y a du mauvais, ça n'a pas été vendu, soit parce que c'est dans le frigo et ça a dépassé les limites de vente. Soit parce qu'on mange dans des restaurants, des cantines et qu'il y a beaucoup de pertes. Voilà. Donc c'est le modèle en tant que tel pose problème déjà. Donc il y a des politiques publiques très fortes à avoir déjà sur la réduction des déchets à la source, sur le mode de production. Qui génère, le mode de transformation qui génère beaucoup de déchets, et puis sur le système alimentaire français qui doit changer absolument. D'abord parce que ça a un coût au niveau de la sécurité sociale très important, toutes les maladies cardiovasculaires, etc., qui sont engendrées par l'excès de consommation de viande, mais aussi parce que ça a un coût, je dirais, écologique et économique important. Mais cette rupture que vous espérez, que vous appelez de vos vœux, elle doit passer par de l'incitation, de la coercition, les deux. Tout, et de la formation. La formation, former les gens, informer et former sur parce que on détruit nos écosystèmes, mais on va détruire aussi notre sécurité sociale avec ces problématiques. On a un vieillissement de la population, donc si on ne change pas notre système alimentaire, on va avoir des problèmes très importants de ce point de vue-là. Donc on détruit beaucoup de choses alors que ceux qui profitent sont peu nombreux. Ceux qui profitent de ce système-là, c'est quoi? C'est les industries agroalimentaires, les banques, les vendeurs les producteurs de phytosanitaires. Mais l'ensemble de la population, globalement, si on pèse, on a très peu de gens qui profitent du système par rapport à ceux qui en pâtissent. Voilà. Donc c'est cette transparence qu'il faut arriver à montrer et appuyer
derrière, par de la formation, il faut qu'il y ait dans les écoles, etc., de la formation à l'alimentation. Il faut que pour tous les citoyens, ils soient conscients de ce qu'ils mangent et que c'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas que les éleveurs qui aux Pays-Bas qui ont créé leur parti. Le caddie de tout citoyen est un bulletin de vote. Merci beaucoup Marie-Pascale Delhomme pour ce grand entretien sur les contradictions de la méthanisation, notamment en Bretagne. Merci à vous. Retrouvez toutes nos enquêtes sur spland.org, splann.org.